Ce soir, vous m'entendez mieux? Voilà, donc il s'agit d'analyser les conséquences de la victoire de Donald Trump aux États-Unis. D'abord sur le plan intérieur, parce que c'est toujours intéressant de savoir pourquoi il a gagné, que quelqu'un qui pour nous est vraiment, je veux dire, le bad guy en puissance a pu gagner avec autant de facilité cette élection, souvent avec une certaine surprise, hein, puisque on a pu penser que Kamala Harris allait regagner une partie de son retard. Et puis, sur le plan intérieur, quelles sont les conséquences, bien entendu, pour les Américains eux-mêmes? Et puis, sur le plan international, bien entendu, quelles sont les conséquences, surtout les foyers, je dirais, chauds de la planète? Alors, pour analyser cette affaire-là, deux intervenants de très grande qualité. Donc, tout d'abord, la première, Elisabeth Shepard-Selam. Maîtresse ou maître de conférence? Maître de conférence. Maître de conférence, on a un maître et une maîtresse. Voilà. Et donc, maître de conférence, je ne m'étais pas trompé, à l'université de Tours, qui a la particularité d'être franco-américaine, qui est consultante avec moi sur LCI, donc on se retrouve assez souvent sur les plateaux. Et puis, qui a l'avantage, dans le conflit israélo-palestinien, d'avoir de la famille en Israël. Donc elle a une vision très particulière, franco-américaine, israélienne, de la situation. Donc c'est toujours précieux, loin de la pression médiatique, je dirais vous savez, des humeurs des gens assez éruptives, d'avoir un avis un petit peu circonstancié et surtout très pondéré, je dois dire, la connaissance. Voilà. Alors, ensuite, nous accueillons Sophie Enos-Attali, qui est maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes, madame la professeure, donc, la professeure, voilà. Vous êtes une spécialiste plutôt de l'Europe, donc de la sécurité européenne, donc c'est UE, OTAN, et bien entendu, tout ça à la lumière de la guerre en Ukraine, ce qui est très intéressant pour nous. Donc nous allons, votre avis éclairé sera très très intéressant, parce que toujours sous l'angle de l'élection de Donald Trump, quelles sont, selon vous, les conséquences sur l'UE? Est-ce que ça détruit l'UE? Est-ce que ça la renforce? Est-ce que l'Ukraine, les foyers chauds, qu'est-ce qui risque de se passer? Quelles peuvent être les réactions des États membres de l'Union européenne? Est-ce que ça peut faire éclater un certain nombre d'organisations ou au contraire renforcer la sécurité européenne, UE, OTAN, etc. Bon, vous nous direz ça en son temps. Alors, on démarre sans retard. Tout d'abord, alors on va faire ça dans l'ordre. Hein. Donc, Elisabeth, on va commencer par le début. C'est ce qui me paraît, c'est Trump, élection de Trump. Donc, un de vos compatriotes, donc puisque vous êtes franco-américaine, vous avez la vision des deux côtés. Et alors, là je me permets de dire qu'Elisabeth est une famille de vieux patriotes, puisque son père était militaire, son grand-père a fait le débarquement, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle est plutôt en France, hein, on peut le dire. Et on remonte comme ça à la guerre de sécession, puisque vous avez le sabre de votre grand-père. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est une vraie américaine également qui est avec nous ce soir. Donc, voilà, c'est ça. Donc vous êtes vraiment baigné, voilà, ça me fait plaisir, parce que je suis militaire, bien entendu, dans une ambiance militaire depuis votre plus jeune âge, avec des racines militaires et des traditions militaires très anciennes chez vous. Bon, voilà. Alors, Trump, il est élu. Alors, première question, moi j'allais dire, c'est, selon vous, Elisabeth, quelles sont les raisons profondes qui sont tout à fait étrangères à un Français, j'allais dire, qui font que un type qui est multi-récidiviste dans tout, mis en examen, je ne sais plus combien de fois, des dizaines de fois, condamné. Et il condamné a été 34 fois. Déjà condamné. Et comment se fait-il qu'une personne aussi clivante puisse aujourd'hui être élue présidente des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire la première puissance de la planète? Alors, je commencerai par le fait que, vu d'un point de vue européen et notamment français, les États-Unis, ça doit paraître très étrange aujourd'hui, cette
cette élection qu'on a beaucoup étudiée, que ce soit à la télévision ou dans les journaux en France, les Américains n'ont clairement pas les mêmes normes quand il s'agit d'élire un président. On ne cherche pas forcément quelqu'un qui a fait ni les bonnes écoles, qui est, on va dire, raffiné dans sa parole. On cherche parfois quelqu'un qui va bouger les choses. Et là, certainement, Trump a montré qu'il veut, en tout cas, peu, ça c'est une autre question. Mais aussi, c'est quelque part un spectacle. Vous avez dû regarder un peu, et je sais mon général que vous avez regardé un peu les élections, c'est un spectacle. Trump est un showman, il a fait quand même beaucoup de télé aux États-Unis, et même avant de faire la télé, ça faisait partie de son personnage. Ça plaît quand même aux Américains moyens, et notamment ceux qui pensent aujourd'hui, avec tous les problèmes, on parle beaucoup du fait que l'économie américaine va bien, mais on parle beaucoup moins des Américains qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et cette Amérique qui a subi l'inflation, qui a l'impression que les élites ne l'écoutent plus, cette Amérique qui travaille, ils ont écouté grandement le discours de Trump, malgré ses frasques et ses condamnations, et ils ont voté notamment par rapport au portefeuille. La gauche a aussi beaucoup sa faute dans cette élection. La gauche a essentialisé en quelque sorte un certain nombre d'électorats en traitant les femmes comme si elles votaient que sur l'avortement, en traitant la population hispanique que sur des questions liées aux races, et ainsi de suite. Et en fait, beaucoup de gens, les mères célibataires, les personnes retraitées qui ont du mal à joindre les deux bouts, en fait, ils ont voté tout simplement sur des questions de leur portefeuille et de l'économie. Et ça a joué à ça parce que la candidate démocrate n'a pas beaucoup parlé de ces choses-là. Elle a parlé du fascisme, elle a parlé des belles paroles sur la démocratie, mais elle n'a pas parlé de comment elle allait résoudre les problèmes de tous les gens, tous les jours, notamment des travailleurs. Alors, je crois que c'est Gérard Haro qui a une formule assez intéressante qui disait c'est la revanche du barbecue sur, vous savez, le quinoa. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que Gérard Haro regarde les Amériques de son appartement à New York. Je lui ai dit, je l'ai dit en personne, donc j'ose le dire en public. Il est d'une partie, enfin, il connaît bien les États-Unis, c'est pas la question, il était quand même ambassadeur, mais c'est une Amérique que je connais bien, cette Amérique très éduquée, de grandes villes, mais c'est pas le vrai Amérique. Le vrai Amérique, c'est l'Alabama, c'est le Texas, c'est toute cette partie au milieu qui s'en fout des New-Yorkais, des gens de Washington, qui ont de l'argent, qui ont certainement une certaine classe et sont une élite, mais qui ne préoccupent pas et qui ne connaissent pas leurs soucis. Et c'est deux Amériques qui s'affrontent. Ah oui, très bien. Ah oui. Voilà. Alors, Donald Trump n'est pas encore arrivé au pouvoir, puisque c'est le 20 janvier, me semble-t-il, qui sera la date fatidique pour arriver au pouvoir. En revanche, il est quand même intéressant de voir qu'il a déjà nommé un certain nombre de gens. Alors, je crois que c'est assez exceptionnel. Hein, si j'ai compris, d'habitude, on n'annonce pas avant. C'est assez rapide. C'est très rapide. Alors, ça veut dire qu'il avait bien préparé son coup et que, bon, voilà. Et puis, c'est son deuxième mandat, donc il a quand même une certaine expérience de l'affaire. Très bien. On voit, par exemple, moi, je ne connais pas ces personnages, en fait. Par contre, il me semble qu'à la tête du FBI, par exemple, il a nommé un conspirationniste, quelqu'un qui est supposé ne pas aimer la police. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, je dirais, des principaux personnages dont on sait déjà qu'ils sont en piste pour faire partie du gouvernement et les raisons pour lesquelles ils ont été désignés et qu'est-ce que ça signifie, en fait, pour le prochain gouvernement Trump? Alors, plusieurs choses. Effectivement, il nomme beaucoup plus rapidement qu'on a l'habitude, probablement pour plusieurs raisons. Comme vous avez dit, certaines de ses choix sont pour le moins contestés. Et donc, il peut aussi prendre le temps de négocier avec les sénateurs qui doivent les confirmer, de voir si ça passe ou pas, et de les remplacer d'ici janvier. C'est aussi une façon de marquer le coup avec ses choix qui se font sur la base de la loyauté et pas forcément des compétences. Alors, ceci étant dit, M. Patel, qui a été pressenti pour le FBI,
a quand même été au département de la Défense, donc Ah. il a déjà été en gouvernement. Il a quand même les compétences, bien qu'il soit conspirationniste, bien qu'il a beaucoup critiqué le FBI notamment. Oui. Donc il fait partie de ces personnes qui sont très loyales à M. Trump, et c'est, on va dire, son premier critère, c'est est-ce qu'ils vont exécuter comme lui le souhaite, parce qu'il a eu quand même notamment des généraux dans le dernier mandat qui ont contesté ses choix, qu'on a entendu depuis contester sa personne même en disant qu'il n'est pas fou mais il est fasciste, et donc contester ses choix. Il ne veut plus de personnes qui vont contester ses choix. Ceci étant dit, on a déjà eu un de ses choix qui a désisté parce que, Gaetz qui a désisté parce qu'il avait il était député déjà et il avait des casseroles à n'en pas finir, y compris avec des mineurs, donc remplacé. Et aujourd'hui, il était prévu pour être aux affaires étrangères, non? Non, c'était pour la sécurité intérieure. Ah, sécurité, oui, je d'accord. pense. Ouais. Pour la défense, justement, il y a aussi Hegseth qui aujourd'hui même risque d'être écarté. Ils ont au moins 6 sénateurs républicains qui disent qu'ils ne peuvent pas prendre qu'ils ne voteront pas pour la confirmation pour la tête du département de défense, donc la Pentagone, parce qu'il serait alcoolique, entre autres. Il a quand même pas mal de casseroles. Et il a promis même, je crois que c'était hier soir, de ne pas boire un goutte d'alcool une fois confirmé. Mais on commence à parler de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, ou Bridge Colby, qui est quelqu'un qui a un background militaire, pour le remplacer. Donc il y a quand même un certain nombre de choix qui risquent de ne pas passer du tout. D'accord. Et donc, dans les autres personnalités, est-ce qu'on sent véritablement, je dirais, une ligne dure moi, ce qui m'a surpris, je veux le dire, c'est que jusqu'à présent, on sent pas, je dirais, le jusqu'au-boutisme, l'extrémisme de Trump dans ce qu'il a fait. Par exemple, en politique étrangère, on va y revenir. Il n'a pas véritablement réagi aux décisions de Biden sur les missiles longue portée, etc. Est-ce que cela veut dire que quand même, on peut penser à un certain pragmatisme dans Trump 2? Alors, la première chose, c'est que Trump 2 est quand même beaucoup plus professionnalisé. Il a eu cette expérience, il s'est un peu quand même cassé les dents sur un certain nombre de choses, donc il s'est professionnalisé. Ça ne veut pas dire que tous ses choix sont des bons choix, mais la plupart ont une certaine expérience. Au secrétaire d'État, Marco Rubio, tout à fait un républicain plutôt connu, alors une ligne dure sur la Chine et sur l'Iran, mais pas quelqu'un qui est incompétent. Donc quelqu'un qu'on peut attendre, quand même il est déjà sénateur, il s'est déjà présenté lui-même pour le présidentiel, donc quelqu'un qui est réfléchi. Sur cette question, il y a quand même des sacrées casseroles pour certains. Tulsi Gabbard, qui donc serait pressentie pour à la directrice des renseignements nationaux, qui serait peut-être à la botte soit de la Syrie, soit d'autres puissances étrangères. Elle était quand même sur une liste d'interdiction, ou une liste, on va dire terroriste, mais un peu comme fichier S. Donc, un peu problématique. Mais quand même des lignes dures sur certaines choses. Alors, très pro-israélien, mais parce qu'il y a beaucoup de zionistes chrétiens, je sais qu'on en a discuté de ça, mais il y a beaucoup de zionistes chrétiens. Il a déjà nommé, par exemple, l'ambassadeur en Israël, Mike Huckabee, qui est l'ancien gouverneur d'Arkansas. Arkansas, on dit en français, c'est ça? Oui, Arkansas. Oui. Qui est un zioniste chrétien fervent, qui a déjà dit qu'il fallait tout raser, qu'il fallait tous les tuer. Enfin, quand même, il a des lignes dures assez importantes. Il a tweeté il y a 2 jours que si les otages n'étaient pas rendus avant le 20 janvier, que ça allait être l'enfer sur Terre au Moyen-Orient. Donc, je ne suis pas sûre qu'il va être totalement pragmatique. Sur certains dossiers contre la Chine, contre l'Iran, il sera probablement intraitable. Intraitable, oui. Mais, par exemple, sur les dossiers comme la Chine, je pense que même s'il sera intraitable pour des raisons économiques, il y a toujours du transactionnel. C'est quand même un homme d'affaires et il y a toujours possibilité de faire du transactionnel. Même, il commence à dire sur l'Iran, s'ils n'avaient pas l'arme nucléaire, peut-être on pourrait discuter. Il y a toujours, s'il voit que c'est dans son intérêt, il y aura toujours une marge de négociation, je pense. D'accord.
Alors, pour finir sur le plan intérieur, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots d'un personnage quand même qui défraie pas mal la chronique, c'est Elon Musk. C'est-à-dire, c'est un drôle d'attelage, on peut le dire. C'est quand même deux mâles alpha qui s'affrontent. Est-ce que c'est un duo qui peut tenir sans qu'il y en ait un qui essaye de bouffer l'autre? Donc, quel est votre avis là-dessus? Alors, Elon Musk, d'abord, il ne faut pas oublier qu'il était démocrate à la base, qu'il a petit à petit, comme certaines des hommes de la tech de Californie, il a migré à droite, notamment dans son cas parce qu'il a un enfant qui est transgenre et que ça lui a posé beaucoup de problèmes. Donc, pas forcément acquis de la droite, mais plutôt libertarien. Je pense que ça l'amuse. Il a tout. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il n'avait pas le pouvoir politique. Maintenant, il est nommé à ce sort de département qui n'est pas vraiment un, parce que ce n'est pas dans le gouvernement, de l'efficacité gouvernementale, qui est là pour couper, pour jouer un peu à couper les différents postes du gouvernement et à trouver probablement des réductions budgétaires. Mais moi, je pense, et c'est la vraie question, est-ce qu'il va y rester? Moi, je pense qu'à un moment, il va... ça va plus être un défi. Et je pense que, comme il a fait avec beaucoup, il a acheté Twitter, après avoir fait Tesla, Starlink, il bouge beaucoup. C'est un homme brillant, il n'y a pas de question. Et je pense qu'à un moment, ça va probablement l'ennuyer profondément. Et il ne sera pas forcément loyal à chaque fois à Trump, parce que je pense qu'il est quand même beaucoup plus intelligent que Trump. Et à un moment, ça va probablement poser problème. D'accord, voilà. Alors, quand même, pour bien finir avec ça, Trump, vous semble-t-il un danger pour la démocratie américaine? Les contre-pouvoirs sont-ils suffisants aux États-Unis? Ou bien il va être obligé de composer. Alors je sais bien qu'il y a des élections de mi-terme, etc. En fait, il a les pleins pouvoirs pour 2 ans. C'est quand même très très rapide sur le plan politique. Mais il a dit qu'il serait un dictateur le premier jour. Quelle est sa marge de manœuvre réelle, en fait, au-delà du discours populiste pour jouer les gros bras? Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est une bonne question. C'est une question de menace pour la démocratie. On a beaucoup traité de fasciste. Moi, j'en avais déjà parlé. C'est pas une fasciste dans le sens... Je pense que ça demanderait beaucoup de réflexion et d'organisation intellectuelle de sa part, et il ne l'a pas. Moi, j'ai tendance à croire dans les institutions américaines. C'est quand même, à la différence d'autres pays, notamment ici en France, on a une constitution qui est restée depuis le début parce que ça arrive à évoluer, mais aussi parce que c'est un système fédéral. Ça veut dire que non seulement au niveau national, vous avez, oui, le Sénat, la Chambre des représentants, le judiciaire, oui, pour l'instant acquis aux républicains, mais ça ne veut pas dire, on voit déjà avec les confirmations de ces choix de secrétaires, que tout le monde ne va pas forcément dire oui à chaque fois. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un système fédéral avec 50 États qui peuvent, à leur niveau aussi, changer les choses. Je pense notamment sur cette question d'avortement qui a beaucoup fait parler ici et aux États-Unis. Il faut savoir que dans l'élection, donc le 5 novembre, il y a eu une dizaine d'États qui ont mis cette question d'avortement sur un référendum au niveau de l'État. Ils peuvent gérer au niveau de l'État. Et donc, il y a des États qui ont tout simplement permis l'avortement avec des conditions comme nous avons en France. Donc, qui n'ont pas du tout, ils ne sont pas contraints toujours par tout ce que fait le gouvernement au niveau national. Justement, c'est un peu ça, les républicains à la base, c'est-à-dire donner plus de pouvoir aux États. Ben, si les États décident de faire autrement, et ils peuvent jusqu'à un certain point, ça va être quand même un contre-pouvoir aussi. D'accord, voilà. Donc tout n'est pas perdu pour la démocratie américaine, qui est une qui est une des plus vieilles démocraties au monde. Je crois la deuxième après le Royaume-Uni, hein, me semble-t-il, qui a à peu près encore 100 ans avant. Mais voilà. Moi, je ne pense pas que tout est perdu. Je pense que ça va être, bien sûr, surtout pour le reste du monde, un peu rude pendant quelques temps. Et c'est quand même ces menaces de tarifs douanières et ces menaces vis-à-vis de l'Europe en question de défense, dont on va en parler certainement, font peur à beaucoup. Je pense que, aux questions de démocratie américaine, je pense qu'il a moins de marge de manœuvre. Et je ne suis même pas sûre, d'une certaine façon, qu'il a forcément envie d'aller au bout d'un certain nombre de son rhétorique. Très bien. Alors,
Maintenant, parlons un petit peu de Trump sur le plan extérieur, en excluant peut-être la partie européenne. Donc, nous avez dit tout à l'heure, donc l'Ukraine, on vous la réservera pour tout à l'heure, votre avis, puisque vous êtes spécialiste. Maintenant, un conflit que vous connaissez bien, le conflit israélo-palestinien. Alors, on sait que, on l'a bien vu, il a accepté de remettre l'ambassade à Jérusalem, mais c'était pendant son premier mandat. Il est très favorable aux Israéliens. Les accords d'Abraham ont quasiment exclu, j'allais dire, la partie palestinienne. Alors, avec la question de savoir si c'est ça qui a déclenché un petit peu les attaques du Hamas en rétorsion ou pas. Est-ce que on va s'attendre à quelque chose qui est dans la droite ligne de Trump 1 Trump 2 va-t-il être résolument dans cette logique? Alors, plusieurs choses. Pour l'ambassade, il faut savoir qu'en réalité, il y a une loi aux États-Unis votée dans les années 90 qui aurait dû déjà déménager l'ambassade avant 99. Donc Trump se félicite de quelque chose qui a été voté par le Congrès il y a bien longtemps, qui n'a jamais été fait, mais qui a été quand même voté par le Congrès américain. Sur cette question, alors on a vu que ça le préoccupe beaucoup, notamment par rapport aux nominations qu'il a fait, enfin, au nom qu'il a présenté. Donc pour les négociations avec le Liban, il y a le père de son gendre qui est libanais chrétien. Il a déjà nommé l'ambassadeur donc en Israël. Il a déjà nommé aujourd'hui ou hier un envoi pour la négociation des otages aussi. Donc et un envoi pour le Moyen-Orient plus globalement. Donc on sait que le Moyen-Orient, c'est quelque chose qui le préoccupe beaucoup. On reparle des accords d'Abraham dans un sens plus élargi avec d'autres pays, notamment l'Arabie Saoudite et ainsi de suite. Très clairement, on risque... Alors, ce qui change par rapport au premier mandat, c'est le 7 octobre. Moi, je ne pense pas que les accords d'Abraham ont eu un effet sur le 7 octobre. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres choses, notamment du côté iranien, qui sont quand même un soutien du Hamas, qui ont changé. Et on pourrait parler, par exemple, du fait que Trump s'est retiré de l'accord, par exemple, sur le nucléaire, qui a dû fortement énerver les Iraniens et qui continue d'énerver les Iraniens. Je pense que Trump a une envie fondamentale et peut-être très égoïste de faire en sorte que le pays au Moyen-Orient soit son héritage, pour plein de raisons personnelles, mais aussi parce que sa base, on a vu pendant l'élection présidentielle, sa base évangélique qui sont très attachés à Israël est très présent. C'est 24% de la population américaine quand même, et ils votent plus, au moins tous à droite. Il n'y en a pas beaucoup qui votent à gauche. Donc c'est quelque chose qui pour lui est politiquement important, personnellement important aussi. On sait que son gendre aussi a été très impliqué dans ces négociations. Je pense qu'on peut attendre à quelque chose d'assez dur. Il a une relation très étrange avec Netanyahou, parfois très proche, parfois il s'engueule comme du poisson pourri. C'est deux têtes un peu têtues, donc c'est pas forcément toujours, ça va pas toujours être facile. Mais très clairement, on le voit à travers Huckabee comme ambassadeur et ses nominations, que c'est une position plutôt pro-israélien, mais il avait toujours déclaré ça. Maintenant, est-ce qu'il va négocier avec l'Iran? Ça va être la grande point d'interrogation. On entend de plus en plus cette question. Il a dit clairement pas de nucléaire pour l'Iran, mais est-ce qu'il n'aurait pas quelque chose à proposer en échange? On sait que parmi ses accomplissements, le premier mandat, il n'y en a pas des masses de très bons, mais les accords d'Abraham ont quand même quelque chose plutôt positif, vu comme positif, notamment par les Émirats, par exemple, et d'autres pays. Et on peut imaginer quelque chose de semblable, parce que c'est quelque chose de très transactionnel aussi. On a donné à certains pays, en échange, ils ont eu quelque chose, et on le voit que ça fonctionne encore. Les Émirats, par exemple, travaillent toujours avec Israël, malgré le 7 octobre, et malgré tout ce qui se passe. Mais par exemple, l'Arabie Saoudite a dit qu'il n'y aurait pas de normalisation avec Israël s'il n'y avait pas la solution à deux États. Oui. Alors, que Trump, sa position, elle est très très pro-israélienne, là, vraisemblablement, non Non, elle est très pro-israélienne. On peut être deux États et pro-israélienne. Quelle est sa position vis-à-vis de ça, alors? Alors, aujourd'hui, je pense que la question des deux États n'est plus sur la table tant que les otages ne sont pas rendus, tout simplement.
Et il a été assez clair là-dessus. Tant que les otages ne sont pas rendus, il n'y a pas de négociation à avoir avec les Palestiniens. Pour la question du Nord, on l'a vu, bon, il y a un cessez-le-feu qui marche plus ou moins bien depuis quelques jours. Il est beaucoup plus sur la négociation. Il a fait beaucoup de promesses à la communauté libano-chrétienne aux États-Unis. Donc ça serait, enfin, il va le faire encore une fois de façon bilatérale. Il va négocier certainement avec les Libanais, négocier avec les Iraniens, et puis une fois que les otages sont rendus, probablement trouver une négociation avec l'autorité palestinienne. Alors il y a un autre acteur dont on parle un peu plus ces derniers jours, c'est quand même la Syrie. On a bien vu avec l'offensive des forces, j'allais dire, de libération ou bien enfin, d'opposition, j'allais dire. Les différentes forces d'opposition. Les différentes forces d'opposition, dont une partie est composée d'anciens de Brigade al-Nusra, de Asfilia, al-Qaïda, qui sont un petit peu, j'allais dire, civilisés pour être. Ils ne sont pas les pires en ce moment. C'est pas les pires, mais enfin bon, c'est quand même pas non plus. Ah non, c'est pas forcément des gentils, mais c'est pas ceux qui sont en train de faire des exactions. C'est pas tout à fait des gentils. Avec la prise d'Alep en quelques jours. Et puis d'un seul coup, on commence à voir un certain nombre de dirigeants occidentaux ou de commentaires qui disent ouais, on n'a peut-être pas besoin d'une Syrie trop affaiblie et de voir tomber Bachar el-Assad. Alors maintenant, parce qu'effectivement, après on risque le chaos absolu. Alors Trump là-dedans, est-ce que il va dire Bachar el-Assad est le bad guy absolu, je le combats absolument, ou est-ce qu'effectivement il y a aussi une réelle politique qui fait qu'il va essayer un petit peu je dirais, d'apaiser les tensions. Alors, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore compris ce qui se passe en Syrie. Oui, c'est ça, ils ont quand même réussi, après Alep, ils ont réussi à avoir Hama aujourd'hui. Donc, la prochaine étape, c'est Homs, si j'ai bien compris. Effectivement, cette question, il ne faut pas oublier que c'est Trump aussi qui a lâché les Kurdes. Donc, les forces qui sont sur place parmi les oppositions, les Kurdes, c'était des alliés des Américains que Trump a lâchés un peu salement à la fin de son mandat. On peut imaginer effectivement que de façon un peu réelle politique, parce qu'il a d'autres dossiers à gérer, notamment la Chine, l'Ukraine, Israël, que la Syrie ne soit pas sa préoccupation. Soit qu'il soutient Assad, soit qu'il retire ses forces en Irak, qu'il dit c'est votre problème, c'est pas la nôtre. Maintenant, moi je me rappelle très bien, parce que j'étais attaché de défense à Berlin, que c'était en 2018, que c'est sous Trump qu'on a bombardé la Syrie, alors que Obama avait refusé de le faire. Et donc avec les Britanniques, les Français et les Américains, moi j'étais à Berlin, bien sûr les Allemands, comme d'habitude, ont refusé de le faire, on dit qu'ils auraient pu le faire, mais que non, ils ne pouvaient pas le faire, qu'ils n'allaient pas le faire. Et donc, quelquefois, je veux dire, c'est un homme qui refuse la guerre, mais qui est capable quand même d'y aller, quoi. Avec, par exemple, même en Iran, l'assassinat de Soleimani, etc. Du général Soleimani, c'était le général des forces spéciales, qui est une légende, iranienne et qui a été assassiné. Voilà, un jour, pan, il a pris un coup de drone, je crois. Oui, c'est un coup de drone, oui. Voilà, en Syrie. En Syrie. Il était en Syrie là ce moment. Oui. Non, il était en Syrie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on était au summum de l'État islamique qui était, pour les Américains comme pour les Européens, la menace de l'époque. On n'est plus dans la même configuration aujourd'hui. Même donc, la HTS dont vous parlez, qui était inféodée d'abord à l'État islamique, puis à Al-Qaïda, puis en 2016 a dit salut à tout le monde, qui est aujourd'hui en train d'essayer d'être gentil et avec les Kurdes et avec les chrétiens pour montrer qu'ils veulent construire une Syrie plus démocratique. On verra si ça tient. Mais pour l'instant, je pense que les Américains n'ont pas les mêmes intérêts aujourd'hui qu'ils avaient à l'époque. Ceci étant dit, souvent, notamment Soleimani, quand ils ont frappé en Syrie, c'était aussi pour frapper sur l'Iran. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une autre configuration, depuis avril, où Israël et l'Iran se tirent dessus mutuellement. Je pense que demain, si on veut tirer sur les Iraniens, ça serait simplement sur les Iraniens en Iran. Il n'y a plus de tabou là-dessus, je pense, et il y a suffisamment de navires, par exemple, à portée de main pour le faire. Pour le faire, voilà. Un grand merci. Alors, un dernier mot peut-être sur la Chine, Corée du Nord. La Chine, grand adversaire systémique des États-Unis, puisque c'était quasiment l'adversaire principal désigné par Donald Trump à
l'époque de Trump 1. Mm. Corée du Nord, plus ambivalent, puisque il était grand copain, il s'écrivait des lettres d'amour, il a même mis un pied, je me souviens, en sur la ligne de démarcation en Corée du Nord, c'est le seul président des États-Unis qui ait fait ça. Voilà. À quoi peut-on s'attendre concernant ces deux théâtres qui posent problème? Alors la Chine, c'est plus un adversaire systémique de long terme. Le risque d'incident, j'allais dire, est sans doute plus important que le risque de guerre. Je veux dire, un incident, un dérapage en mer de Chine, ça peut toujours arriver, mais le risque de guerre immédiat avec la Chine, même le risque d'envahir Taïwan n'est, à mon avis, pas tout à fait immédiat. Mais on voit bien que Kim Jong-un en Corée du Nord est quand même quelqu'un qui aujourd'hui a une rhétorique de plus en plus agressive et puis a envoyé des troupes en Ukraine. Donc ça pose un véritable problème. C'est-à-dire que c'est quand même, il joue un peu au global player, donc au joueur global, alors que c'est un pays failli qui n'a pas grand-chose, qui consacre 3,5 milliards, je crois, pour son budget de la défense. Mais avec 3,5 milliards, il se paye une stature internationale. Alors voilà, donc que va faire, à votre avis, Trump avec cette affaire-là? Alors il y a deux choses. D'abord, la Chine, dans ses nominations, il y a beaucoup de plutôt lignes dures contre la Chine. Le problème avec la Chine, c'est pas simplement militaire, même si on regarde bien les dossiers au Pentagone, clairement tout le monde se prépare pour une guerre avec la Chine, mais c'est aussi une guerre commerciale. Et on a vu Trump promettre, je crois que c'est des tarifs douanières de 65% aux importations chinoises. On a déjà vu les Chinois interdire l'importation d'un certain nombre de choses, de parties électroniques et autres des États-Unis et vice-versa. On peut s'attendre à une guerre commerciale comme on a eu la première fois avec Trump, ça c'est assez classique. Ceci étant dit, que ça soit Trump ou pour le coup les militaires et les experts, tout le monde se prépare pour une guerre à long terme avec la Chine. Et c'est des investissements qu'il faut, comme vous le savez, faire maintenant pendant 30 ans. Donc je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'investissements et beaucoup de réflexions autour de cette question, parce que c'est la question, même dans le cas de la guerre en Ukraine et ailleurs, l'implication chinoise, notamment vis-à-vis de la Russie, est une préoccupation américaine. Pas que Trump, pour le coup, c'est beaucoup de monde qui s'inquiète de cette relation. Donc, de toute façon, à long terme, il faut commencer à réfléchir à court terme. Donc, après, on ne va pas faire une guerre demain aux Chinois en termes militaires, mais commercial, très clairement. Pour la Corée du Nord, c'est intéressant parce que ça inclut aussi cette question de la Corée du Sud. Il ne faut pas oublier que les Américains ont un accord militaire très important de coopération militaire, de défense avec la Corée du Sud. Et cette question de la Corée du Nord qui rentre en Ukraine, qui se bat en Ukraine et qui très clairement a une industrie de défense assez fournie, s'ils peuvent fournir, je crois que c'est 3 millions d'obus pour les Russes, donc 3 fois ce qu'on a pu faire pour les Ukrainiens, il y a une véritable inquiétude. Tous les pays européens. Oui, tous les pays européens. Confondus, parce que voilà. Voilà, c'est... Donc ils ont quand même... Bon, ils donnent pas à manger probablement à leur peuple. Ils font un service militaire de 8 à 10 ans, femmes et hommes confondus. Donc c'est clairement pas le même modèle de société que la nôtre. Mais aujourd'hui, cette inquiétude qui est partagée aussi par le Corée du Sud, bon, qui a ses propres problèmes très clairement, comme on a vu cette semaine, c'est aussi un problème pour les États-Unis. Donc il y a beaucoup qui regardent vers l'Asie, mais on regarde vers l'Ukraine en même temps en se disant qu'est-ce qu'il faut en Ukraine, parce que ça va être notre problème à long terme ou à moyen terme aussi. Un très grand merci, Elisabeth, pour cet éclairage sur Trump. Alors maintenant, nous allons passer à la partie, je dirais, plus européenne avec Sophie Hénault-Attali. Alors, on a vu, pareil, parce que j'étais attaché de défense à Berlin à l'époque du premier mandat Trump, et je me souviens de la panique des Allemands, véritablement, lorsque Trump est arrivé et qu'il a commencé à leur envoyer des ultimatums quasiment par SMS, etc. Et à l'époque, il y avait un ambassadeur, d'ailleurs, qui, moi, en 3 ans de présence à Berlin, n'a été présent qu'1 an et demi pour dire que Trump avait une certaine mauvaise humeur. C'était l'ambassadeur Grenell, qu'on pourrait retrouver d'ailleurs dans le gouvernement Trump, me semble-t-il, que moi j'ai bien connu à l'époque. Et pareil, qui tweetait à peu près quotidiennement. Et je me souviens que son premier tweet, ça avait été de dire, à l'époque où Trump s'était retiré de l'accord avec l'Iran,
les entreprises allemandes ont 6 mois pour se retirer d'Iran. Voilà, c'était très combinatoire. Voilà. Et donc là, les Allemands se sont retrouvés de manière de très très orphelins, j'allais dire, mais vraiment en état de panique, parce que le grand frère américain, c'était ça. Voilà. Donc je pense qu'ils doivent être assez inquiets. Et puis un certain nombre de pays européens. Alors il y en a qui les voient, je veux dire, je pense que des gars comme Orban doivent être assez contents, Fico en Slovaquie, voilà. Un certain nombre d'extrême droite aux Pays-Bas, vraisemblablement aussi. En Roumanie, ça commence à venir. Alors, l'arrivée de Donald Trump, elle constitue, j'allais dire, selon vous, un danger ou une opportunité pour l'Union européenne, sans parler tout à fait encore de l'OTAN, mais les pays vont-ils agir en ordre dispersé, chacun allant faire allégeance à Washington, ou bien c'est l'opportunité, je dirais, de renforcer l'Europe de la défense. Voilà. Donc, vaste sujet. Alors, je pense que, en fait, ça fait longtemps qu'on parle d'Europe de la défense, et Trump, qu'il y ait eu Trump ou pas Trump, il n'y a pas eu d'Europe de la défense déjà sous le premier mandat de Trump, on l'a vu. Et aujourd'hui, l'Europe apparaît plus divisée que jamais. Et donc, à mon sens, il est peu probable que le second mandat de Trump soit une source de rapprochement des Européens. En tout cas, à moins qu'il y ait un désengagement, on va sûrement en parler, à moins qu'il y ait un désengagement des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine et qu'il y ait un désengagement même plus largement vis-à-vis de l'OTAN. Mais au-delà de cela, on voit bien que les Européens sont très divisés. Vous l'avez rappelé, on a parmi les dirigeants européens des admirateurs de Trump. Orban se définit comme un admirateur de Trump. Fico s'est réjoui de la défaite des idées libérales avec la victoire de Trump. Donc, voilà. Meloni est proche d'Elon Musk, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de partis politiques qui ont des affinités avec Trump et avec les idées qu'il incarne. Et puis à côté de ça, évidemment, il y a d'autres dirigeants qui sont beaucoup plus... alors, je ne vais pas dire hostiles parce qu'ils doivent composer avec Trump. C'est-à-dire que je pense que les Européens ont appris aussi de leurs erreurs. Ils se souviennent qu'à l'issue du premier mandat de George Bush Jr., vers la fin du premier mandat, il n'avait pas misé sur la réélection de George Bush Jr. Et ensuite, il avait fallu un petit peu recoller les morceaux une fois que, Bush avait été élu une seconde fois. Cette fois-ci, je pense que les Européens, il y a probablement une différence. C'est qu'ils ne s'attendaient pas à la victoire de Trump en 2016. Cette fois-ci, les deux scénarios étaient sur la table. Et donc, ils s'y sont préparés. Et donc, je ne pense pas que... Voilà, ils s'y sont préparés. Alors, et ils abordent cette élection de manière différente. Ce qui est sûr, c'est que pour les pays notamment du flanc est de l'Europe, la problématique n'a pas changé. Leurs intérêts nationaux n'ont pas changé, donc ils vont composer avec Trump. Voilà. Mais, et peut-être, puisque malgré tout on parle d'intérêts vitaux pour les pays qui sont sur le flanc est de l'Europe, peut-être, Elisabeth rappelait que Trump était un homme transactionnel, c'est un terme qu'on entend là beaucoup quand on parle de lui, peut-être, si leurs intérêts vitaux sont en jeu et que l'Union européenne se révèle incapable, ce qui est probable d'ailleurs, de venir à leur secours, peut-être qu'ils négocieront, oui, avec les États-Unis. Et voilà. Donc je ne crois pas vraiment que ce soit Alors, une imaginons en politique fiction la politique du pire, que Trump dit, moi je me désengage de l'Ukraine, isolationnisme américain, je suis conforme à mes promesses, parce que c'est quelqu'un qui tient à peu près ses promesses quand même. C'est quand il dit qu'il va faire quelque chose, il faut s'attendre à ce qu'il le fasse, que ce soit pour le pire ou pour le meilleur. Et par exemple, les Polonais qui sont très pro-atlantistes, on le sait, mais sont en première ligne. Quelle serait leur réaction, à votre avis ? Alors, je vais répondre à votre question. Simplement,
j'ai bien entendu que c'était une question de politique fiction, mais peut-être intéressant de faire quelques rappels et de resituer ça. Tout à l'heure, vous évoquiez la Chine. Bon, Trump pourrait envisager effectivement de se retirer totalement, voire pourquoi pas, hein, les États-Unis pourraient sortir de l'OTAN, puisqu'on est dans la politique fiction, hein, pourquoi pas. Cela étant, par rapport, il y a peut-être quelque chose que Trump va chercher à éviter, les États-Unis vont chercher à éviter, c'est de créer un précédent. Parce que finalement, d'un côté, il y a l'Ukraine qui est attaquée par la Russie, mais pour l'instant, l'Ukraine bénéficie du soutien, on va dire, des Occidentaux. Si les États-Unis se retirent de l'Europe, ça pourrait être aussi interprété par la Chine comme un signe par rapport à Taïwan. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une... est-ce que véritablement les États-Unis ont intérêt à se retirer complètement de l'Europe ? Ça pourrait être, une fois de plus, interprété comme le signe que les États-Unis, finalement, sont effectivement dans une posture isolationniste. S'ils n'aident pas l'Ukraine, ils n'aideront pas Taïwan demain. Je parle des États-Unis de Trump. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parler de désengagement peut-être, mais il faut rappeler que les États-Unis ont aussi beaucoup d'accords bilatéraux qui les lient avec les... C'est-à-dire, par exemple, la Pologne, il y a 10 000 soldats américains en Pologne. Il y a 100 000 soldats américains en Europe actuellement, dans le cadre d'accords bilatéraux, dont 10 000 en Pologne. Voilà, simplement dire que ce désengagement ne serait pas forcément quelque chose d'évident. Hein, voilà. Alors maintenant, que se passerait-il en cas de désengagement ? Je pense que... Alors, l'Union européenne serait très embêtée parce que l'Europe de la défense est une arlésienne pour l'instant. On n'a pas forcément pris complètement... on n'a pas forcément pris la mesure des alertes en fait, lancées par différents présidents américains depuis longtemps. Déjà, Obama avait dit aux Européens, écoutez, l'OTAN c'est bien, mais il faudrait quand même que vous investissiez davantage dans votre défense. Les Européens ont dit, ah oui, d'accord, on va y penser. Trump a dit, bon, maintenant je fixe le taux de 2%. Aujourd'hui, encore, tous les États de l'OTAN n'atteignent pas ce taux de 2% de dépenses, 2% de leur PIB consacré aux dépenses de défense. Pardon. Donc, et l'Union européenne, est-ce qu'elle a beaucoup avancé en termes sur l'Europe de la défense ? Bon, il y a un fonds européen pour l'armement, il y a la coopération renforcée, la PESCO. Mais bon, alors je ne dis pas que ce sont des coquilles vides, mais ce sont des petites choses. L'Union européenne n'a pas les moyens aujourd'hui d'agir face à la menace russe. Donc les Polonais seraient effectivement très embêtés. Et donc je reviens finalement à ma première réponse. Je pense que dans cette hypothèse, la probabilité serait que les pays les plus en danger, ou en tout cas se sentant le plus menacés, effectivement, aillent négocier avec les États-Unis. D'autant que ce sont des consommateurs d'armes américaines, pour beaucoup. Et oui, donc pour beaucoup des F-35, etc. Donc en fait, il y a aussi ce lien entre beaucoup de pays européens et les États-Unis. Donc à mon sens, ils trouveraient un terrain d'entente. Donc oui, donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que beaucoup d'hommes politiques, commentateurs... Alors, moi, je partage votre opinion parce que j'ai beaucoup travaillé quand j'étais d'active à l'état-major des armées pour l'Union européenne, etc. Et j'estime, avec le recul, que je me suis fait escroquer. Ben, voilà, parce que j'y ai beaucoup cru. Et 20 ans après, je n'ai rien vu évoluer. Et c'est vrai que ça reste pour moi une arlésienne. Alors là, je partage absolument votre jugement. Mais ce qui est très intéressant, c'est à l'inverse des discours qui disent c'est l'occasion de renforcer l'ordre de la défense, de se dire non, les États-Unis ne vont peut-être pas se retirer, mais vont négocier de manière bilatérale avec ces gens-là. C'est-à-dire, notamment on n'aura pas les Polonais, mais ça sera de manière bilatérale. Et ça correspond, selon moi, alors là, Elisabeth peut peut-être nous le dire, avec la volonté de toujours affirmer des États-Unis du refus d'un pilier européen de la défense, parce qu'il est toujours plus facile de saucissonner, de vendre à la découpe l'Union européenne, et donc de faire des accords bilatéraux, plutôt que de négocier avec une puissance
qui traiterait presque d'égal à égal avec eux, avec un pilier européen. Les 27 piliers européens seraient un pendant à la puissance américaine. Mais c'est vraiment une stratégie américaine. Enfin, moi, je suis entièrement d'accord avec Sophie. Bon, on écrit beaucoup depuis 20 ans sur ce sujet ensemble. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai travaillé de longues années sur ces sujets-là aussi. Moi, ma thèse était dessus et on a beaucoup publié ensemble avec Sophie. Moi, très clairement, la position américaine est un peu comme les Chinois, c'est-à-dire l'Europe, c'est mignon, mais on veut négocier avec les Français, négocier avec les Britanniques, même s'ils sont plus membres, négocier avec toujours en bilatéral. Et je pense que ça va, moi je suis d'accord, ça ne va pas s'arrêter pour plein de raisons, cette relation, mais ils vont aller au plus fort. Ceux qui se montrent intéressés, les Américains vont suivre, les Polonais, les Baltes, mais beaucoup de critiques qui viennent des Américains sont aussi vers les Allemands et vers les pays qui très clairement n'ont pas atteint les 2% et qui dépendent pour le coup beaucoup des Américains. Voilà. Oui, les critiques portent effectivement en premier lieu sont dirigées en premier lieu vers les pays qui n'ont pas atteint les 2%, puisque pendant sa campagne, Trump a dit, mais de toute façon, on ne viendra pas en aide aux pays qui n'ont pas atteint les 2%. Voilà. On ne viendra pas en aide, on ne va pas payer pour tout le monde. Voilà. Donc c'est la position de Trump, mais en réalité, une fois de plus, Obama était déjà gêné par ça. Je ne fais pas de parallèle, enfin je ne les mets pas au même niveau, mais simplement, ça fait longtemps que les Américains trouvent quand même que les Européens doivent aussi se prendre en main. Oui, bien sûr. Alors, justement, les Européens, sur le plan du traité, se prennent en main théoriquement, puisqu'il existe l'article 42.7 qui est théoriquement, qui est l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN théorique, c'est-à-dire, et qui prévoit un engagement quasi automatique en cas de conflit. Donc, alors, parlez-nous-en un peu, quelle est votre opinion là-dessus? Alors, en tout cas, la crédibilité de cela, et puis de l'appareil militaire. On sait très bien que l'addition de 27 appareils militaires ne donne pas un outil militaire cohérent. Voilà, donc, effectivement. Oui. Alors, peut-être préciser, en réalité, l'article 42.7, quand on le lit, est plus contraignant que l'article 5 de l'OTAN, puisque l'article 5 de l'OTAN, une clause de défense collective, qui ne prévoit pas une aide automatique. Il ne crée pas de contraintes. Il revient à chaque pays d'évaluer la situation et de décider s'il aide ou non le pays attaqué et comment il le fait. L'article 42.7 du traité de Lisbonne, en revanche, est une clause de défense mutuelle qui est présentée avec un caractère obligatoire. Il revient quand même toujours à chaque pays de décider comment il apporte cette aide. Et d'ailleurs, cette précision sur le fait que chaque pays reste maître de la manière dont il réagit et répond aussi à une demande des pays de tradition neutre à l'époque, notamment l'Irlande, qui était très soucieuse de ne pas avoir à utiliser ses armes, ne pas avoir à intervenir dans une situation conflictuelle, potentiellement conflictuelle. Donc, sur le papier, l'article 42.7 est plus contraignant que l'article 5. Alors, l'article 5, pour l'instant, n'a été invoqué qu'une seule fois, au lendemain des attentats du 11 septembre. L'article 42.7, il me semble que la France s'y est référée au lendemain des attentats de 2015. Voilà, donc ces deux articles ont pour l'instant été peu utilisés. Quelle serait l'effectivité de l'article 42.7 en cas d'attaque d'un pays membre de l'Union européenne? Alors, je serais tentée de penser, mais peut-être que je me trompe, qu'il y aurait quand même par solidarité, beaucoup de pays chercheraient à venir en aide à un pays de l'Union européenne s'il était attaqué, notamment par la Russie. Je pense que il y a d'ailleurs aussi une clause de solidarité dans le traité de Lisbonne, mais je pense que par solidarité, chaque pays chercherait effectivement à apporter une aide. Alors, vous avez raison, les 27 armées ou 26 armées dans l'hypothèse où donc un pays serait attaqué ne forment pas une armée unique. En même temps, les armées des États européens ont l'habitude de s'entraîner ensemble.
savez mieux que moi, mais dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre un peu de l'Union européenne, mais en fait, il y a énormément d'exercices conjoints. Il y a des petits exercices, des exercices de des fois de très grande ampleur. Il y a aussi des troupes qui, surtout en ce moment, il y a des navires dans la Baltique, par exemple. Et donc, malgré tout, ces soldats européens sur le terrain ont l'habitude de travailler ensemble. Et puis, il ne faut pas oublier que donc, un certain nombre d'États de l'Union européenne sont membres de l'OTAN et à ce titre, leurs appareils militaires sont interopérables. Et donc, sans qu'il y ait forcément un standard unique, il y a quand même une interopérabilité entre les appareils militaires des pays européens qui favoriserait quand même une action, alors je ne sais pas si c'est efficace, mais en tout cas qui permettrait aux armées de différents pays européens de travailler ensemble. Bien, merci infiniment pour ces précisions. Alors maintenant, parlons un petit peu plus de l'OTAN. Voilà. Donc l'OTAN, c'est Emmanuel Macron avait parlé de la mort cérébrale de l'OTAN pour des raisons très particulières. Déjà, il y avait Donald Trump 1, donc ça c'était la première raison. Et puis il y avait Erdogan qui avait bloqué les plans de défense pendant un certain nombre d'années. Et donc c'est l'époque où il avait fait scandale en disant ça. Est-ce que l'on risque, avec Trump 2, de retrouver une mort cérébrale de l'OTAN ? Alors, bon, déjà, l'OTAN s'est réveillée. L'OTAN s'est réveillée parce que, notamment, bien précisément parce qu'il y a eu cette attaque de la Russie contre l'Ukraine. Et lorsqu'en juin 2022, l'OTAN a redéfini son concept stratégique, l'OTAN a montré qu'elle avait repris de la vigueur. Et d'ailleurs, ce concept stratégique qui désigne nommément la Russie comme un pays dangereux pour les pays membres de l'OTAN. Donc, l'OTAN s'est réveillée. Maintenant, l'OTAN est en proie à des difficultés intérieures. Vous l'avez rappelé, la Turquie, depuis 2016 à peu près, est dans une posture qui consiste à prendre vraiment des distances vis-à-vis de l'OTAN, à regarder aussi du côté des BRICS. Par ailleurs, la Turquie s'est remilitarisée, modernise son équipement en achetant russe quand même. Elle a acheté des équipements russes. Là, en septembre encore, elle a refusé de participer à un exercice aérien organisé par la Grèce, alors en utilisant un prétexte, mais on voit bien qu'effectivement, au sein de l'OTAN, il n'y a pas d'unité. Il ne faut pas oublier non plus le blocage qui a été fait par la Turquie et aussi par la Hongrie d'ailleurs pour l'élargissement de l'OTAN à la Finlande et surtout à la Suède. Donc quel est l'avenir de l'OTAN ? Je pense qu'il sera difficile pour les États-Unis de se retirer de l'OTAN. En revanche, je pense que si les États européens ne vont pas au-delà même de 2% de dépenses, parce qu'aujourd'hui, même 2%, dans le contexte de guerre de haute intensité qu'on observe sur le continent européen, même 2%, consacrer 2% de ces dépenses à la défense ne suffit pas. Si les États européens ne jouent pas le jeu, effectivement, l'avenir de l'OTAN est sûrement en question parce que Trump n'aura pas envie de, je reprends ces termes, de payer pour tout le monde. D'accord. Bien. Les nouveaux entrants, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Donc Finlande, donc ça n'était pas arrivé depuis un certain nombre d'années. Finlande et puis Suède. Sur les raisons de laquelle ils ont décidé de rejoindre, alors que la Finlande, on parlait de finlandisation, c'est quelque chose depuis la Deuxième Guerre mondiale qui est entré dans le vocabulaire courant. Donc, est-ce que les inquiétudes, je dirais, de ces nouveaux entrants sont fondées vis-à-vis de la menace russe, selon vous, ou bien c'est l'occasion, je dirais, de pérenniser ce que moi j'ai vu depuis des années, c'est-à-dire que dans les académies, il y a déjà des officiers
finlandais, il y a des officiers suédois, l'interopérabilité est totale, leur armement est interopérable, ça veut dire ils sont présents à l'école de guerre à Paris, ils sont présents à l'école de guerre à Hambourg, que moi j'ai fait l'école de guerre en Allemagne. Bon, tous ces officiers-là étaient déjà présents. Voilà, donc, à votre avis, les raisons profondes, c'est vraiment la menace russe ou bien c'est un prétexte pour mettre en œuvre quelque chose qui existait déjà depuis un certain nombre d'années? Alors, je pense qu'au sortir de la guerre froide, ces deux États étaient vraiment très à l'aise avec l'idée de dire, ben voilà, nous entrons dans l'Union européenne, et donc notre défense désormais, enfin en tout cas une partie de notre sécurité reposera sur la coopération, c'était le terme vraiment le plus utilisé, sur la coopération avec d'autres instances, coopération dans le cadre de l'Union européenne qui venait, je rappelle que la Finlande et la Suède ont intégré l'Union européenne en 1995, soit 3 ans après la signature du traité de Maastricht, qui a créé la politique étrangère et de sécurité commune. Donc, l'Union européenne était en train justement d'œuvrer, alors pas encore à une Europe de la défense, de toute façon, toujours pas tout à fait, mais en tout cas d'aller dans ce sens-là. Et puis, ces deux pays avaient signé un partenariat avec l'OTAN, puisque l'OTAN avait ouvert un partenariat appelé le partenariat pour la paix. Et donc, eh bien, la Finlande comme la Suède avaient signé un partenariat avec l'OTAN qui les autorisait effectivement à participer à un certain nombre d'exercices. Et pendant plusieurs années, ça leur a suffi, j'ai envie de dire. Et puis, au fil du temps, eh bien, effectivement, les deux pays se sont rapprochés de l'OTAN. Et ce rapprochement s'est intensifié à partir de 2014, très clairement. Là, les deux pays ont signé des accords dits de Host Nation Support, acceptant que des troupes de l'OTAN passent par leur territoire, et puis participant à des exercices de l'OTAN. Et vous avez raison. En réalité, la veille de leur adhésion, il ne manquait plus à la Finlande comme à la Suède que de participer aux décisions. Sinon, ils étaient partout, sauf dans la salle où les décisions se prenaient. Un peu comme quand on s'était retiré de l'organisation intégrée et on faisait partie sans en faire partie. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une tartufferie. Moi, je les ai toujours vus, ces officiers-là, oui. avec nous. Alors, je pense que... beaucoup de militaires, depuis longtemps, pensaient que ça ne faisait plus vraiment sens d'être dans cet entre-deux, finalement, à la fois... très intégré et en même temps pas totalement intégré puisque pas membre officiellement de l'OTAN. Et en fait, ça ne faisait pas vraiment sens et en même temps, il n'y avait pas une nécessité d'intégrer l'OTAN et de renoncer complètement à la posture de neutralité, posture qui était aussi perçue, surtout en Suède, comme une forme de protection. Les Suédois, ça faisait 200 ans qu'ils étaient neutres. Et chaque dirigeant suédois se faisait un plaisir de rappeler, ça fait 200 ans que nous sommes neutres, ça fait 200 ans que nous sommes en paix. Ce qui était d'ailleurs un petit peu, voilà, on va dire, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de falsification de l'histoire, mais bon, quelques épisodes ont pu être un peu passés sous silence. Mais voilà, la neutralité était aussi pensée comme une forme de protection. Et donc finalement, bon, on y trouvait un intérêt, mais là, il convient peut-être de distinguer les deux pays. C'est-à-dire que la Finlande, elle sait qu'elle a 1340 km de frontière avec la Russie. Et ça pèse. Ça pèse, j'ai envie de dire, c'est du quotidien. Et donc la Finlande avait toujours maintenu une capacité de défense assez importante. Elle a 900 000 réservistes. Donc on parle, voilà, il y a à peu près, il y a énormément d'abris pour que la population, en cas de conflit, puisse être protégée. Donc la Finlande, elle était un petit peu dans cet entre-deux, en disant ça va, mais c'est vrai que plus ça allait, plus le temps passait, surtout après 2014, plus le pays avait envie. Enfin, des dirigeants, les militaires, certains hommes politiques, notamment le président, avaient envie que la Finlande entre dans l'OTAN. Il y avait même eu une étude qui avait été faite, une étude en 2016, à laquelle avait participé un Français, François Heisbourg, pour évaluer quelles seraient les conséquences d'une entrée dans l'OTAN. Et cette évaluation s'est faite dans un contexte où la Finlande a subi énormément d'intimidation de la part de la Russie dès la fin de l'année 2013, avant même l'annexion de la Crimée. Donc évidemment,
la pression se faisait de plus en plus forte. Et finalement, l'attaque de l'Ukraine par la Russie a été un catalyseur. Ça a catalysé un mouvement qui était déjà là. Pour la Suède, les choses sont un petit peu différentes. La Suède, déjà, s'abritait aussi derrière la neutralité parce qu'elle a beaucoup moins investi dans sa défense, dans sa capacité de défense. Les capacités militaires de la Suède sont quand même au prorata de la population moindres. Et donc, la neutralité était une protection. Et puis, il y a quelque chose de très important qui est plus fort en Suède qu'en Finlande. La neutralité faisait partie de l'identité des Suédois, qui ont d'ailleurs qui ont moins approuvé que les Finlandais la candidature à l'OTAN. 75%, en un mois, 75% des Finlandais étaient convaincus qu'entrer dans l'OTAN était la bonne solution. Alors que quelques mois auparavant, en 2022, il y avait moins de la moitié des Finlandais qui pensaient que c'était une option intéressante. En Suède, on est pas loin des 60%, mais on n'est pas allé au-delà. Beaucoup de Suédois sont restés attachés à la neutralité. Et puis la Suède a toujours aussi argué de sa neutralité pour se prévaloir d'une tradition de paix. Nous avons une politique pacifique, nous sommes dans la tradition d'Olof Palme. Et c'est grâce à notre neutralité que nous pouvons jouer ce rôle en faveur de la paix, ce rôle d'intermédiaire. Et donc effectivement, c'est quelque chose que la Suède perd. Et c'était difficile. Ça a été d'ailleurs très difficile pour le gouvernement suédois de prendre la décision de candidater. C'est la Finlande et probablement les États-Unis qui ont poussé la Suède à candidater en même temps que la Finlande. Mais ça a été des discussions qui ont même été accélérées par rapport au calendrier qui était annoncé. Le gouvernement social-démocrate y allait vraiment à reculons parce qu'il avait peur de la réaction de l'opinion publique. D'accord. Bon, très intéressant. Alors, ça nous amène quand même ces décisions de deux États neutres de longue date de rentrer dans l'OTAN à la question centrale maintenant, parce que revenons à nos moutons, de la position de Trump vis-à-vis de l'Ukraine, du conflit ukrainien, de l'OTAN vis-à-vis du conflit ukrainien, de la position de l'OTAN, puisque quand même les États-Unis, bon, c'est quand même le partenaire le plus important qui nous fournit SHAPE, le commandeur suprême. Et on sait très bien qu'au sein de l'OTAN, rien ne se fait sans l'aval des États-Unis. Alors, quoi peut-on s'attendre de Trump 2, qui nous a dit qu'il allait terminer la guerre en 24 heures je crois qu'il a commencé à comprendre que ça ne se passerait pas en 24 heures. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, de la même façon que pour le Proche-Orient, il a déjà désigné un négociateur qui est l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Mike Pence. C'est un homme de 80 ans, je crois. C'est ça, oui, Keith Kellogg, voilà, 80 ans, qu'il a désigné pour ça. Et en fait, ce qu'il a annoncé, alors là aussi, je m'appuie sur ses déclarations, qui sont toujours un peu à l'emporte-pièce. Voilà, mais en fait, ce qu'il a annoncé, c'est encore, j'ai envie de dire, du transactionnel. Il a dit à Zelensky, si tu ne viens pas à la table des négociations, je suspends l'aide américaine. Et il a dit à Poutine, si tu ne viens pas à la table des négociations, je fais en sorte, je renforce mon aide à l'Ukraine, de sorte que la guerre sera beaucoup plus difficile pour la Russie. Donc, on est encore dans cette transaction, c'est-à-dire je vais jouer avec finalement les armes, mon argent, la capacité des États-Unis de fournir des armes à l'Ukraine. Et bien voilà, ça va être l'outil utilisé, le moyen utilisé par les États-Unis pour forcer Zelensky et Poutine à se mettre autour de la table et à négocier. Mais on voit à négocier sur la base de quoi ? Eh bien, la semaine dernière, on a entendu Zelensky annoncer finalement, c'est quand même une inflexion importante de la position ukrainienne, annoncer que, oui, il y avait peut-être des territoires qui, dans un premier temps, ne reviendraient pas dans le giron ukrainien. Et donc,
Et donc voilà pour l'instant où on en est. Pour ce qui est de l'OTAN, alors en tant qu'organisation, il y a eu depuis 2022 un renforcement très, très fort de la présence otanienne. Un certain nombre de mesures ont été prises, mais là aussi, pour l'instant, elles ont été prises sous l'administration Biden. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Peut-être que tu veux... Juste une chose sur Keith Kellogg. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même la seule personne qui a écrit et qui a publié son plan pour l'Ukraine parmi tous qui entourent Trump. Donc, ce qui est intéressant et c'est ce que disait Sophie, c'est-à-dire c'est vraiment un plan un peu transactionnel, c'est-à-dire on vous donne un maximum d'armes si vous venez à la table des négociations. Donc, c'est pas non plus ce que tout le monde ce dont tout le monde avait peur pour l'Ukraine, c'est-à-dire on livre l'Ukraine aux Russes et on y va. Mais par contre, c'est très transactionnel, ça reste dans la transaction. Vous faites ce que je vous dis de faire et vous aurez ce que vous voulez. Est-ce que, de votre avis, par exemple, le fait que l'administration Biden ait donné l'autorisation d'un armement à longue portée, notamment sur le territoire russe, et que ça n'ait pas fait de réaction de la part de Donald Trump, c'est ce qui a étonné un petit peu les chroniqueurs, va dans le sens de cette pression sur la Russie pour dire voilà ce qui va t'arriver si tu ne joues pas le jeu. Là, j'ai une petite réponse à ça. Ils se sont vus, en fait, Biden et Trump. Alors, voilà. Juste avant cette annonce. À la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche. Voilà, c'est un peu la raison de ma question. Oui, il y a 2 points qu'ils ont évoqués, l'Ukraine et le Moyen-Orient. Et si on regarde bien les déclarations des uns et des autres, malgré ce qui doit être un peu un haine des deux l'un pour l'autre, ils travaillent ensemble. Et on a vu Jake Sullivan, notamment, qui est quand même très important sur les dossiers, accueillir celui qui va le remplacer pour lui passer les dossiers, pour en parler. Et ils ont dit très clairement, on travaille main dans la main. On n'a peut-être pas la même vision des choses, mais on travaille main dans la main. Et moi, je pense qu'il y a même un peu de... Biden a dit, je vais faire ça, et ça va permettre... qu'il y a quand même une organisation, qui a une réflexion même à 2 têtes, même si les 2 têtes ne réfléchissent plus peut-être trop, mais il y a quand même une stratégie quelque part, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, je ne pense pas que c'était fait sans consultation. Et j'ajouterais qu'il y a peut-être un précédent aussi, parce que Trump, lorsque Trump est arrivé au pouvoir en 2016, il n'a pas remis en cause l'engagement décidé par son prédécesseur, par Obama, déjà dans la Baltique. Parce que Obama avait décidé de renforcer la présence américaine dans la Baltique. On est en 2014, on était à ce moment-là après l'annexion de la Crimée, la guerre du Donbass. Et Trump arrive, il ne remet pas ça en cause, alors même qu'il trouve que les Européens devraient se prendre en charge, devraient payer pour eux-mêmes, mais il ne le remet pas en cause. Donc on voit aussi qu'il y a une forme de pragmatisme aussi. D'accord, voilà. Alors, petite question. Et puis après, on passera quand même que l'assistance puisse poser quelques questions. Trump fait la France. Voilà. Alors, on sait que Trump est invité. Il arrive, bien entendu, pour Notre-Dame. Donc, c'est quand même intéressant. Les relations, je pense, avec la France n'étaient pas si mauvaises que ça. Moi, mes relations avec l'ambassade américaine, avec Grenelle notamment, étaient absolument sans nuage quand j'étais à Berlin. Elles étaient excellentes. Et alors qu'elles étaient détestables avec les Allemands. Et Trump avait été invité, je me souviens, en 2017 au 14 juillet. Donc, est-ce qu'on va assister à une deuxième lune de miel avec Emmanuel Macron et Trump qui se retrouvent, voilà, qui sont des partenaires qui se connaissent? Une petite signe. Alors, je sais que ça offense beaucoup de Français, notamment au Quai d'Orsay, mais il a déjà donné le nom de son futur ambassadeur, qui est donc le père. Et qui ne connaît rien, paraît-il, à la France. Alors, est-ce que c'est vrai? Probablement, mais il faut comprendre que l'ambassade à Paris est une poste qui est en général donnée à un très grand donateur. Ouais. C'est pas une poste pour un professionnel des affaires étrangères. C'est un peu un cadeau qu'on fait à des grands donateurs. Bon, là, pour le coup, c'est un cadeau qu'on fait à sa famille. Mais je pense que c'est quand même un bon signe. Bon, on peut ne pas aimer le personnage, tout ce que vous voulez, mais qu'il le donne à quelqu'un qui est quand même proche de lui est plutôt bon signe. Et je pense que même quand il a évoqué, et on l'a vu pendant la campagne,
notamment la question des tarifs douanières Ouais. et les négociations avec Macron. Il y a un rapport de force, mais c'est pas dans une hostilité totale. On le voit quand il est très hostile à un pays, quand il parle des Chinois, il a même une sorte de... Physiquement, Ouais. on le voit. Il rigole quand il parle de Macron. Il y a cette poignée de main entre deux Malafa qui était assez drôle à l'époque. Mais ça veut pas dire... Enfin, pour lui, tout est un jeu, une négociation, une transaction. Donc je pense que si... Alors là, pour le coup, on a quand même des problèmes au niveau de notre gouvernement qui vont influer là-dessus. Mais si on sait, et je pense que Macron, pour le coup, est le seul président actuel qui a déjà expérimenté un mandat de Trump, si on sait jouer ce jeu-là, je pense que ça se passera très bien. Après, ça va dépendre aussi du nouveau gouvernement. Oui, enfin, votre avis? c'est-à-dire qu'en fait, la situation est quand même très différente. En 2017, Macron vient d'être élu. Il est un peu apparu dans la presse internationale comme l'homme providentiel. Et donc, c'est ce jeune président qui change quand même de style par rapport aux autres présidents français. Il parle de Startup Nation, il utilise des termes anglais, il n'a pas cette haine, entre guillemets, qu'ont pu montrer certains de ses prédécesseurs vis-à-vis de l'anglais. Donc, effectivement, quand Macron reçoit Trump en 2017, il est en position de force. Et il est aussi en position de force vis-à-vis de ses autres partenaires européens, qui tous on dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment va-t-on faire avec cet homme qui paraît incontrôlable et qui est le bad guy, etc. Macron a dit très simplement, moi je l'invite et je le reçois 14 juillet. Et vous vous en souvenez, Trump était si impressionné qu'il a dit, nous aussi, on va faire un défilé militaire. Voilà. Là, la situation est quand même très différente. Trump a été très bien réélu. Pas la situation, c'est pas le cas de Macron. Trump a tous les pouvoirs. Macron a perdu sa majorité, n'a plus de majorité depuis déjà 2 ans. Donc la situation est quand même très difficile. Et donc je ne sais pas si Macron sera... alors il sera sûrement très à l'aise parce que j'ai le sentiment, c'est l'impression qu'il donne, qu'il est à l'aise finalement en toutes circonstances. Mais malgré tout, on ne sera pas tout à fait dans la même situation où on avait deux présidents qui se parlaient véritablement d'égal à égal. La situation est différente et Trump, alors je ne sais pas s'il cherchera à exploiter cela, mais en tout cas, il l'aura en tête. Bien écoutez, merci infiniment pour ces éclairages vraiment très très intéressants. On voudrait vous laisser maintenant la parole quelques minutes. J'imagine que vous avez quelques questions. On va prendre les micros là-bas. Donc, est-ce que vous pouvez prendre le micro? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question déjà? Voilà. Alors attendez. Voilà. Normalement, attendez, il faut faire vérifier que ça marche. Alors j'espère que ça fonctionne aussi ça, parce que ce soir on a été un peu trahi par la technique. Il faut attendre un peu. Alors, hein? Vous m'entendez? Non, ça marche pas. Allô. Ah voilà, c'est parti. Allez. Vous avez les mêmes maisons. Mais moi, à chaque fois, il faut attendre quelques secondes. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je propose de régler. Bonjour, Patrick Alvarcarny. Je suis étonné des 65% de taxation qu'il prévoit sur les produits chinois, vu que les produits chinois inondent le monde entier, notamment les États-Unis, et que cette taxation va avoir un impact énorme sur la low middle class qui va avoir son pouvoir d'achat très entamé. Et c'est juste une remarque qui m'étonne. Alors, où cette taxation n'aura pas lieu, mais elle est un peu incompatible avec le niveau de pouvoir d'achat de la low middle class. Elisabeth, oui, alors oui, c'est la grande question, c'est-à-dire effectivement, surtout à 65%, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a fait ça pendant son premier mandat. On n'oublie pas qu'il a lancé une guerre commerciale contre la Chine en mettant, pas à 65%, mais beaucoup de barrières douanières contre les produits chinois. Et étrangement, alors qu'ils se plaignent beaucoup de l'inflation et des prix, il n'y a pas eu beaucoup
pendant le mandat de Trump qui se sent plein. Donc, ça va être aussi un jeu de ce côté-là, c'est-à-dire jusqu'à quel point ils vont vouloir subir au nom de l'économie, de la puissance américaine, notamment économique. Mais pour l'instant, on peut imaginer qu'il va au moins tenter, peut-être pas à 65%, mais très clairement à un montant qui, quand même, risque d'augmenter les prix aux États-Unis, effectivement. Merci. Croyez-vous qu'en matière de produits dont nous avons dans notre industrie absolument besoin, que ce soit des composants montés sur des matériels civils ou des matériels militaires, ce que dans le jargon on appelle un peu end-user certificate, croyez-vous qu'il y aura des modifications en matière de libéralisation, ou au contraire de restriction de l'accès des industriels ou de l'État français à ces produits avec l'arrivée de M. Trump? Produits américains? Oui. Je ne pense pas que des produits américains, il n'a aucun intérêt. Au contraire, Trump essaye, notamment avec les pays de l'Est, de vendre ses produits. C'est un vendeur avant tout. Donc, limiter l'accès aux produits américains, ça, ce n'est pas son objectif. Limiter aux Américains les produits français, le vin notamment, la champagne, ça, c'est son objectif. Si les Européens veulent acheter des matériaux, notamment tout ce qui est industrie de la défense, tant qu'il n'y a pas un danger pour l'industrie de la défense américaine ou des secrets de défense, mais Trump sera ravi de vendre, à des prix probablement très élevés, mais ravi de vendre. Ce qui va être problématique pour les Européens et notamment pour les Français, c'est l'importation aux États-Unis, qui est plutôt l'importation des vins, des produits agricoles. Ça, pour les Français et pour les Européens, ça va être problématique. Est-ce qu'on risque une guerre commerciale, selon vous, un petit peu parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais c'est resté assez limité. Pendant le premier mandat de Trump, on n'a pas assisté non plus à une montée aux extrêmes sur le plan commercial. Il y a eu des sanctions, il y a eu des mesures de rétorsion. Alors dites-moi. Non, simplement, je pense qu'on a des intérêts bien compris parce que les États-Unis sont le deuxième fournisseur derrière la Chine des Européens. Oui. Et en même temps, c'est le premier pays vers lequel les Européens exportent. 20% des exportations de l'Union européenne vont aux États-Unis. Mais une fois de plus, les États-Unis sont notre deuxième fournisseur derrière la Chine. Donc je pense que, et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, c'est pas l'Europe qui a été visée en premier dans les propos, dans les annonces de Trump, parce que, une fois de plus, il y a aussi une forme de pragmatisme chez Trump, et là, il y a des intérêts réciproques entre les États-Unis et l'Europe. En revanche, effectivement, je rejoins Elisabeth, si certains produits risquent de subir des taxes douanières, ou en tout cas d'avoir des obstacles, parce que Trump voudra limiter leur importation. Allez-y, madame. Oui. Bonsoir. Je voudrais avoir votre éclairage concernant nos médias, dans la manière dont ils ont eu à appréhender justement les résultats des élections, dans les erreurs qui ont été commises dans les appréciations. Ça, je pense que c'est plutôt pour moi. Alors, pour le coup, moi, j'ai beaucoup suivi et j'étais beaucoup dans les médias français sur cette question-là. Je pense que la première chose que je dirais, c'est que la plupart des médias français ont une vision, un lexique qui est très français sur la question. Il y a beaucoup qui, pour différentes raisons, et parce que la France par rapport aux États-Unis est fondamentalement beaucoup plus à gauche, a voulu à tout prix que Kamala Harris gagne. C'est un débat qu'on a eu beaucoup sur LCI notamment, mais que j'ai eu aussi sur France Info et même sur BFM. Moi, j'étais assez sûre que Trump allait gagner. Moi, je suis toujours restée hors des prévisions, parce que moi, je n'aime pas ça. À chaque fois qu'on dit que ça va être il y a aux États-Unis des surprises. Donc moi, je dis, je ne sais pas, mais je pense que ça va être Trump. Les Européens, et notamment les Français, ont une envie, comme avec Barack Obama, comme avec d'autres, que ça soit les démocrates qui gagnent. Ils ont envie que Trump soit le grand méchant loup. J'ai quand même fait une émission à France Info l'autre jour sur est-ce qu'il est fasciste.
ce qui est un peu ridicule, je suis désolée, mais bon, je me prête au jeu. Il y a une lecture qui est souvent biaisée par nos propres envies en tant que Français, en tant qu'Européens, enfin surtout en tant que Français, parce que tous les Européens n'ont pas la même lecture de ce qui se passe aux États-Unis. Et je pense surtout il y a, sauf quelques journalistes, une mauvaise connaissance de l'Amérique profonde. Ils connaissent Washington, San Francisco, New York. Moi, comme le général a dit, j'ai beaucoup de... Enfin, ma famille vient du sud des États-Unis, la partie qui n'est pas sexy du tout, où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, où les gens... souvent, c'est dans l'agriculture, dans les usines ou dans les grandes plantations à l'époque. C'est pas la même Amérique. Et c'est pas l'Amérique... Moi, je connais cette Amérique qui a voté Trump. C'est pas du tout ce qu'on voit ici à la télé. Oui, LCI a fait, je crois, une documentaire, mais très clairement, les médias français le traitent comme on a envie que ça soit et pas comme c'est réellement. C'est normal, les États-Unis, c'est très grand. Je pense qu'on ne comprend pas à quel point, sauf que si on a visité les États-Unis et qu'on essaie de prendre une voiture et aller d'une côte à une autre, comme on peut faire en France, aller par exemple à Strasbourg, à Marseille, en quelques heures, 4-5 heures. Aux États-Unis, vous allez, dans certains États, vous ne sortirez même pas de l'État. Donc je pense qu'il y a une méconnaissance, même parfois par des ambassadeurs qui ont quand même vécu aux États-Unis. Ah mais j'ai même pas besoin. Mais c'est une vraie question. J'en ai parlé. Il y a quand même quelques journalistes, notamment sur LCI, qui sont aussi américains. Et on a eu cette discussion en profondeur avec Gallagher. Parce que, en fait, l'Amérique, c'est pas aussi facile qu'on a l'impression d'ici. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est facile aux États-Unis, que tout est beau, que tout est joli et que, bon, ça fonctionne d'une certaine façon. Et c'est pas du tout ça. Et c'est ça qu'on ne le voit pas à la télé, malheureusement, je trouve. Très bien, très intéressant. Y a-t-il encore quelques questions? On a encore un petit peu de temps si vous voulez poser des questions. Allez-y. Avec le micro, s'il vous plaît. Oui. Voilà, parce que pour l'enregistrement, c'est plus facile, parce que d'autant plus qu'on a des camarades qui n'ont pas pu voir ce soir, on va rediffuser après. Oui, c'est une question plutôt. Est-ce que vous pouvez nous formuler pourquoi la Chine est un élément si important pour les États-Unis? Et bon, quand on voit le problème de Taïwan, c'est TCSS, le plus grand fabricant de semi-conducteurs, qui fournit 50% de chips les plus sophistiqués au monde entier. Et je sais que TCSF investit aux États-Unis pour construire donc en prévision peut-être de pouvoir transborder une partie de leur know-how aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous formuler justement cette obsession des États-Unis sur sur la Chine et Taïwan? Alors, l'obsession américaine sur la Chine, c'est beaucoup plus pragmatique que la simple question taïwanaise, et ça date quand même. Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect quand même qui est idéologique. Ça reste un pays communiste, et les Américains n'aiment pas les communistes, n'aiment pas les socialistes. Ça vaut le coup de le dire. Si vous êtes des socialistes et des communistes, vous êtes très suspects aux États-Unis, et ça reste le cas aujourd'hui, même si ils ont une économie qui se rapproche beaucoup plus du capitalisme, entre guillemets. Ça reste un pays qui est à l'opposé total des valeurs américaines. Donc, il y a une partie idéologique, il y a toujours une partie idéologique. On peut parler de Nixon, on peut même parler jusqu'au amiral Perry au 19e siècle. Donc il y a quand même ce combat à des valeurs qui est important aux États-Unis et qui reste important aux États-Unis quand on parle de la Chine. Après, c'est une question économique également. Les déséquilibres en termes d'échanges avec la Chine a beaucoup augmenté ces dernières décennies. Ça pose problème pour les Américains, pour les emplois américains, pour les usines américaines. Et ça, c'est vraiment très important, autant import-export, mais autant juste sur l'économie, les emplois. Et c'est quelque chose qui est aussi une question du coup électorale. Il y a même dans certains États, certaines des élections qui se sont faites sur les Chinois sont en train de voler notre travail avec leurs usines. Il y a beaucoup d'usines qui ont fermé aux États-Unis, pas que aux États-Unis, mais c'est vu vraiment comme un enjeu économique. Au-delà de ça,
l'augmentation des dépenses militaires chinoises, la taille du pays, c'est vu comme un problème militaire, bien sûr, mais un problème en termes d'influence à terme dans la région. Et ça, c'est très important. Et bon, pour des raisons historiques, il y a cette relation entre les États-Unis et la démocratie taïwanaise. On a vu Feinstein à l'époque, alors qu'elle était à la tête du Sénat, ces journées, on a vu beaucoup de relations. Il y a cette relation traditionnelle, même s'ils n'ont pas le même coopération militaire, par exemple, qu'avec la Corée du Sud. Mais c'est une question économique, c'est une question philosophique, c'est une question d'amitié de longue durée. C'est quelque chose qui va au-delà de Trump en réalité. Et on l'a vu, dès que Joe Biden a été élu, ça n'a changé strictement rien parce que c'est quelque chose qui est plutôt bipartisan. Il y a une méfiance, voire une détestation pour la Chine qui va des deux côtés du couloir. J'ajouterais, en fait, ça va dans le sens de ce que tu disais, mais en fait, la Chine, elle se projette véritablement, elle cherche à se projeter comme une grande puissance, puisque ça a commencé elle a commencé entre guillemets peut-être par la petite porte, hein, l'économie, le soft power, en ouvrant des instituts Confucius un peu partout, mais on voit bien l'augmentation des dépenses de défense, notamment consacrées au nucléaire. Et un rapport américain qui est paru il y a 2 ans, je crois, ou 2 ou 3 ans, pense que le projet de la Chine, c'est d'atteindre à peu près le niveau des États-Unis en termes de têtes nucléaires, en nombre de têtes nucléaires. Donc voilà, la Chine se projette comme une puissance, pas seulement sur le plan économique, pas seulement en termes de soft power, mais aussi une puissance militaire. Elle cherche à être un pôle au niveau de ceux, BRICS, Sud Global, il y a l'organisation de coopération de Shanghai quand même qui attire un certain nombre de pays. Et donc, eh bien, là aussi, c'est quand même vécu comme une rivalité par les États-Unis, tout président confondu, effectivement, quel que soit le parti dont il relève. Et alors, question, Trump défend Taïwan ? Il a eu quelques réserves en disant il va falloir qu'ils payent aussi, etc. pour leur sécurité. Moi, je pense... Pardon. Moi, je suis assez convaincue qu'en direct, non. Ça ne veut pas dire qu'il ne les armera pas ou les aidera pas. Je pense qu'il y a différents cas de figure, et on est dans des différents cas de figure. On le voit avec l'Ukraine, on le voit avec Israël. On a entendu beaucoup les Ukrainiens se plaindre alors qu'on livrait des systèmes THAAD en Israël, qu'il y avait 12 navires américains autour d'Israël dans les Méditerranée et dans la mer Rouge. Ils ont différents niveaux, on va dire, d'amitié. La Corée du Sud, oui. Taïwan, moi, je ne suis pas convaincue, à moins qu'il y a un véritable intérêt. Moi, je ne suis vraiment pas convaincue. Parce que ce serait un signe désastreux, je dirais, si les États-Unis abandonnaient son allié dans la région, vis-à-vis de la Corée du Sud, vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de l'influence américaine dans le Pacifique. Quand même. Non, mais c'est un vrai problème. Et il y a cette question d'influence américaine dans le Pacifique. Trump, il ne faut pas oublier que sa notion de... On parle d'isolationnisme. Ce n'est pas exactement de l'isolationnisme, je suis désolée, mais clairement, l'idée d'engager des troupes américaines à l'étranger pour autre chose que pour défendre les États-Unis, ce n'est pas du tout dans son ADN. Donc, à moins qu'il estime que les Américains sont menacés, ce qui est tout à fait possible, et à ce moment-là, je pense qu'il engagerait, mais engager des troupes américaines pour défendre autre chose que son pays et ses intérêts, ça, j'y crois pas. Très bien, merci. Allez, encore là-bas, une question. Oui, merci Patrick Vabre. Vous n'avez pas parlé de l'Inde. De pardon ? Trump, comment voit-il l'Inde ? Ah, l'Inde. Alors là, voilà. Alors ça, c'est pas du tout dans mes compétences, pour le coup. Donc, je pourrais pas vous dire. L'Inde, il faut pas... Enfin,
Ce que je dirais sur l'Inde, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans les BRICS, ce n'est pas des pays qui ont tous le même positionnement, même sur ces conflits qui sont en cours. Et que l'Inde est quand même une démocratie, même si ce n'est pas une démocratie parfaite. Pas parfaite, non. Clairement pas parfaite. Bon, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on devrait juger les autres, mais clairement pas une démocratie parfaite, mais clairement pas la même rivalité, par exemple, avec les États-Unis sur un certain nombre de points. Mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, les priorités américaines sont assez claires. C'est plus les priorités d'abord internes, puis les conflits qui sont en cours, l'Ukraine, le Moyen-Orient. On le voit par ces nominations, mais il y a quand même beaucoup à gérer en interne d'abord, avant même de s'aventurer avec des pays où, pour l'instant, il n'y a pas de conflit. Après, l'Inde, par exemple, est présent dans la mer Rouge, je crois, pour cette question des Houthis. Mais ce n'est pas la priorité des Américains aujourd'hui, parce que pour l'instant aussi, il n'y a pas un grand conflit avec. Oui. Et maintenant, l'Inde s'est quand même recentrée. Elle était quand même beaucoup plus proche des Russes. Elle avait des matériels russes. Elle a commencé à se recentrer. Elle est un petit peu à mi-chemin entre l'Occident. Enfin, elle butine en fait en fonction de ses intérêts. C'est ça. L'Inde, elle est en fait un peu multi-alignée en fait. Elle est alignée sur plusieurs planètes en fait, l'Inde. Et donc, effectivement, en revanche, on peut penser peut-être qu'il peut y avoir ils peuvent se comprendre peut-être, les deux dirigeants peuvent peut-être se comprendre parce qu'il y a quand même il y a c'est ça, ce nationalisme, cet appel, cette référence à l'idée qu'il y a une sorte de mission, d'histoire, d'identité à préserver. Peut-être qu'ils peuvent s'entendre. Voilà. Merci. Allez, une dernière question où on déclare la séance pas de regret. Ben, écoutez, un vraiment très très grand merci. Je pense qu'on a brossé quand même un tour d'horizon assez important. Moi, je regrette que voilà, les 20 ou 25 personnes qui auraient dû se trouver derrière, on va essayer de diffuser correctement cette visio pour que les gens puissent les voir. Et ça me fait penser que ça, pour nous, Minerve et Sinopia, ça me fait penser qu'il faudrait quand même qu'on pense à être capable de mettre ça sur YouTube, chaque conférence. Ça me paraîtrait quand même très intéressant. Et la mésaventure de ce soir me fait que je vais me pencher sur le fait de pouvoir mettre en ligne ce genre de vidéos pour que tout le monde puisse se retrouver ça assez facilement sur les réseaux sociaux. En tout cas, un vraiment très très grand merci d'avoir consacré votre temps à cette analyse. Alors Trump, on voit bien qu'il pose plus de questions qu'il apporte de réponses, mais c'est vraiment très très intéressant de voir votre avis pondéré par rapport, et c'est quand même vrai, par rapport à notre... Pour nous, c'est le diable, en fait. Globalement, on peut dire que pour beaucoup de monde, c'est... Voilà. Mais pour les Occidentaux en France, et peut-être que les médias ont d'ailleurs... Je suis pas fan du tout. Hein. Mais c'est pondéré, mais parce que vous n'avez pas demandé à celle qui a voté aux États-Unis. Oui, bien sûr. C'est la politiste, pas la citoyenne. Mais c'est peut-être aussi effectivement lié aux médias qui délivrent une image de lui absolument catastrophique. En premier, les médias américains. Et les médias américains, etc. Jouent ce jeu-là, et ça l'a aidé à gagner et ça l'a aidé à gagner. Et donc peut-être qu'on va assister à un Trump-2 plus pragmatique, plus... Ils s'entourent mieux cette fois-ci, et je pense que ça, c'est en tout cas bon signe. Enfin, pas tous, mais Marco Rubio, même Kellogg, c'est des professionnels. D'accord. Eh bien, écoutez, alors on attend. Alors, j'allais dire avec impatience, peut-être pas. mais on peut être certain que l'année 2025 va être intéressante. Et donc peut-être qu'on aura l'occasion de faire un point de situation. Et le 20 janvier, on en repart. Voilà, merci infiniment d'avoir participé. La séance est levée. Voilà. Recording stopped.